C'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal puisque c'était l'instance dirigeante du pays. Très bien. Est-ce que vous avez aussi appris, après les événements du 28 septembre, qu'il y a même eu des corps de Guinéens largués en haute mer? D'où la nécessité de rechercher les charniers et d'avoir une histoire claire des disparus. Très bien. Très bien. Après les événements, vous avez, comme vous venez de le dire, vous étiez allé rendre visite à quelques blessés, compatir à leur douleur. Est-ce que vous avez cherché à savoir où se trouvaient ensevelis les corps qui ont disparu? Les questions de sécurité ne nous permettaient pas d'envisager cette recherche dans un contexte aussi trouble. Très bien. Très bien. Monsieur Ba, parlons de la clinique, c'est Pasteur, là où vous étiez avec vos collègues. C'est effectif que vous aviez vu là-bas le colonel Thiegro? Vous le confirmez? À la clinique Pasteur? Non, bon, là où vous étiez pour les premiers soins, je ne sais pas si c'est Ambroise ou Pasteur, je ne sais pas. Non, c'est lui qui nous a amenés. C'est lui qui vous a envoyé. Ouais. Très bien. Et qu'il était présent quand M. Marcel exhibait la grenade et menaçait de faire sortir de là? Il était présent lorsque deux hommes des forces de défense se sont présentés en intimant l'ordre de nous faire sortir de la clinique. Voilà. Sinon, ils vont larguer une grenade à l'intérieur. Faire sauter complètement la clinique. Et vous saviez quand même qu'à l'époque, le colonel était ministre d'État et membre influent du CNDD? C'est ce qui m'a étonné à ce moment-là, du fait que c'était flagrant que le colonel Thiegro n'avait aucune autorité sur ces deux agents. Est un ministre d'État, membre influent du CNDD. Parce que je me dis que même s'il y avait d'autres militaires là-bas, mais il avait, lui, une qualité supérieure. Voilà. Est un ministre quand même d'État. Et en fait, également au stade du 28 septembre, il était là aussi présent. Vous le confirmez? Oui. Voilà. Et les atrocités ont commencé à sa présence. Alors, il était là avec ses hommes, ministre d'État de la République. Lorsqu'il est rentré dans le stade, les atrocités avaient déjà commencé. Voilà. Et donc... Est-ce que vous l'avez vu empêcher la commission de ces atrocités ou tenter d'empêcher? Pour l'écrasante majorité des gens qui étaient là-bas, qui étaient en détresse, ce n'est pas le cas. Voilà. Sauf pour nous. Sauf pour M. Diallo Sellou et moi-même. Voilà. Voilà. Et là, on considérait M. Sédalène comme étant mort déjà? Non. Il vivait. D'accord. Et le colonel était à côté? Expliquez ce que vous voulez dire. Non, je veux dire que quand M. Sellou s'est retrouvé par terre, vous n'avez pas voulu le laisser seul là, n'est-ce pas? Vous étiez resté, vous étiez à côté, n'est-ce pas? Non. Et revenez, acceptez de revenir un peu sur ça, ce passage. Il s'est évanoui au niveau de la pelouse. Oui. Au moment où le commandant Toumba a mené les autres. Oui. Tenter de les sauver, essayer à les sauver. Non, oui. Amener les autres. Oui. Le fait que M. Sellou Dalin était à terre m'ont amené à ne pas l'abandonner sur place. Donc je suis resté. Voilà. J'ai demandé à un de nos militants, Ablaï Toura, alors que le commandant Toumba était déjà parti, de m'aider à ce qu'on le sorte d'ici. On l'a porté, on était poursuivis par des gens qui nous tabassaient avec des barres de bois, etc., jusqu'au niveau de la grande cour à l'intérieur du stade.
Parce qu'il y a le stade proprement dit, en dehors, on est toujours dans le périmètre du stade du 28 septembre. C'est à ce niveau-là, on était toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, poursuivis par des gens qui nous donnaient des coups. J'ai aperçu le colonel Thiebro qui rentrait et qui marchait tranquillement à l'intérieur de cette cour. Je l'ai ailé et comme il m'a vu, il m'a reconnu, il s'est approché vers nous. Sa présence a empêché les agresseurs de poursuivre leurs besognes et il nous a pris en charge. Très bien. Il a fait demander à ce qu'une autre personne qui était un peu loin de là, que je crois reconnaître comme étant un élément de garde-corps de M. Sidya Touré, de venir nous donner un coup de main pour transporter El Selou. Et c'est comme ça, en marchant, qu'on est sorti du stade, qu'on s'est dirigé vers la Jeep où il nous a amenés en direction de la clinique Ambroise Paré. Bien, après les événements du 28 septembre, le capitaine Moussa Dadis a tenu une rencontre avec d'autres personnes, rencontre au cours de laquelle il a responsabilisé vous les leaders de vouloir faire en sorte que ce qui s'est passé au Madagascar se répète ici en Guinée et que ça occasionne son départ. Qu'en pensez-vous? Il s'est trompé. Il s'est trompé. D'accord. Est-ce que pendant que vous étiez au stade, l'arrivée du colonel Pivi vous a trouvé là-bas? Et je n'ai pas vu le colonel. Avec ses hommes? Moi, je ne l'ai pas vu et je n'étais pas certainement là-bas au cas où il s'avérerait qu'il était là-bas. Merci, M. Ba, de la clarté de vos réponses. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les assesseurs. Monsieur Baouri, hier, je vous ai entendu dire à la défense que pourquoi vos déclarations ont une si grande importance. Il vous a donné la réponse. Et moi, j'ajoute sur sa réponse qu'effectivement, vous êtes un grand homme politique, un grand intellectuel, et vos déclarations sont toujours attendues. On vous écoute. Merci. Monsieur Baouri, plusieurs questions vous ont été posées par la défense hier avec les suppositions. Si vous aviez respecté l'interdiction, est-ce qu'il y aurait eu ce qui s'est passé? Si vous aviez accepté de reporter, si les leaders politiques, les leaders religieux qui vous ont contacté, vous les aviez respectés, est-ce qu'il y aurait eu ceci, est-ce qu'il y aurait eu cela? C'est très important parce que ça vous a permis de faire votre propre analyse des choses et de porter votre jugement de valeur par rapport à ces questions précédées par si. De même que moi, je vais vous poser des questions avec des si, quelques questions avant de poursuivre le reste. Alors, M. Baouri, si la constitution guinéenne avait été respectée au décès du feu général Lansana Conté, est-ce qu'il y aurait eu CNDD et la prise du pouvoir par le CNDD? C'est la raison pour laquelle, en tant que membre du gouvernement, et comme ministre de la Réconciliation nationale, mon objectif était de faire en sorte que les autorités, l'ensemble des autorités du pays, fassent le maximum pour que nous puissions organiser les législatives avant le décès du général Lansana Conté. Malheureusement, il y avait tellement d'inertie, de pesanteur
qui ont fait que les choses ont traîné et ce qu'il fallait éviter est arrivé. Bien. Donc, avec la prise du pouvoir, il y a eu plusieurs déclarations, des engagements qui ont été pris par les autorités du CNDD, parmi lesquels figure l'engagement de ne pas se présenter aux élections futures, ni par le président du CNDD, ni par les autres membres, n'est-ce pas? C'est affirmatif. Bien. Alors, si cet engagement avait été respecté, est-ce qu'on aurait assisté à ce qui s'est passé? Ce serait tout à fait le contraire. On se serait réjoui et la Guinée aurait pris un autre élan beaucoup plus vertueux. Bien. Je veux avoir également votre avis personnel. Supposons que au jour de la prise du pouvoir par le CNDD, alors le capitaine Dadis Camara disait que et lui et tous les autres membres du CNDD avaient le droit de se présenter aux élections. Quelle serait la réaction des forces vives, selon vous? Qu'il aurait pu se présenter. Voilà, dès la prise du pouvoir, parmi ses engagements, il aurait annoncé cet engagement de se présenter immédiatement, c'est-à-dire qu'aux élections futures, et lui, capitaine Dadis, et les autres membres du CNDD, chacun avait le droit de se présenter comme candidat au même titre que les autres leaders. Quelle serait votre réaction? Je pense que l'écrasante majorité des acteurs et la population auraient considéré cela comme une confiscation du pouvoir. Et donc l'adhésion populaire qu'on a eu à assister n'aurait pas eu lieu, n'est-ce pas? C'est possible, très probable d'ailleurs. Bien. Monsieur Baouri, sur l'organisation du meeting à la date du 28 septembre, bien avant ce jour, est-ce que vous avez reçu une invitation de la part de l'autorité du CNDD allant dans le sens d'organiser des débats ce jour afin de magnifier les héros de l'indépendance et de les faire connaître à la génération future? Est-ce que vous avez reçu une invitation, un document, une lettre, un message quelconque dans ce sens? Pas du tout, et je dois rappeler que la fixation de la date de la manifestation avait fait l'objet de publicité, de concertation large et d'explications avant même que cela soit officiellement acté. Donc, ils avaient les moyens d'être au courant et de prendre des initiatives si telle avait été leur volonté. Bien. Supposons que cela aurait été fait. Est-ce que vous auriez refusé de venir faire des débats publics, parler du peuple ou à l'endroit qui serait indiqué pour vraiment magnifier ces héros et montrer vraiment leur bravoure à la génération future? Est-ce que vous auriez refusé cela? L'invitation aurait été accueillie avec enthousiasme. Très bien. Et donc, c'est un alibi de dire que ce jour a été décrété et que c'était un jour qui était alors considéré comme le jour où il fallait faire, alors magnifier ces héros. C'est un alibi, selon vous? Parce qu'en fait, officiellement, c'est la date du 2 octobre qui est la date qui est plus commémorée. Le 28 septembre, c'était simplement une journée symbolique dont on parle de temps en temps au passage. Bien. Est-ce que vous saviez qu'au même moment vous étiez en train de tenir le meeting à Conakry, le CNDD avait également organisé d'autres meetings à l'intérieur du pays, notamment à Guékédou, à Massanta et à Zérékoré, le même jour? Est-ce que vous le saviez? C'est par la suite qu'on l'a su. Très bien. Alors, dire que ce jour était décrété et qu'il fallait
que vous acceptez de reporter ou de renoncer à ce meeting afin d'aller faire un débat sur ces acteurs de l'indépendance. Est-ce que réellement une deuxième question sur ça n'était pas un alibi? C'était un abus de pouvoir et une certaine forme d'iniquité. Bien. Alors, venons sur le commandant Toumba. Vous avez eu à répondre hier aux questions et cela m'a beaucoup plu. Vous avez dit que ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté, c'est ce que vous déclarez ici. Oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que vous avez eu à dire que le commandant Toumba était arrivé à l'esplanade du stade et qu'il aurait tiré? Est-ce que vous avez eu à dire ça? Est-ce que vous avez eu à dire à la barre ici qu'au moment où le commandant Toumba est arrivé à l'esplanade du stade du 28 septembre et qu'il aurait procédé au tir en rentrant au stade? Est-ce que vous avez à dire cela ici? Je ne peux pas le dire puisque je n'étais pas là-bas. Donc, ce que vous avez vu, ce qui s'est passé devant vos yeux, c'est ce que vous avez dit. Affirmatif. Bien. Ainsi, vous avez eu à dire que le commandant Toumba est arrivé devant vous. C'est à ce niveau seulement que vous l'avez vu, ou bien il était loin, vous l'avez déjà aperçu? C'est lorsqu'il est arrivé et qu'il était pratiquement face à la tribune qu'on l'a vu. Très bien. Donc, tout ce qui s'est passé avant, vous ne saviez rien? Affirmatif. Très bien. Alors, au moment où il était arrivé devant vous, est-ce qu'un de vous était déjà blessé, molesté, avait été déjà battu, au moment juste où il est arrivé devant vous? À ce moment-là, à notre niveau, avec les coups de feu, les explosions de grenades lacrymogènes, la foule qui commençait à s'égayer, et certains qui commençaient à paniquer. Je n'ai pas vu de blessés, mais il y avait pratiquement une certaine panique qui s'emparait de tout le monde. Ma question est de savoir, vous, leader politique, qui était arrêté au moment juste où il est arrivé, en face de vous, il donnait les instructions à ses subordonnés de faire descendre. Est-ce qu'à ce moment, juste, est-ce qu'un de vous, leader, était blessé? Bon, à ce moment-là, non. Bien. Mais au moment où certains responsables descendaient du gradin... Bon, je voudrais qu'on se limite à ce que vous avez bien répondu. À l'instant T, aucun leader n'était blessé. Oui. Bien. Alors, lorsqu'il donnait les instructions pour faire descendre des gradins, vous avez eu l'impression qu'il était venu pour vous arrêter. C'est cela? C'est affirmatif. Bien. Alors, lorsque vous êtes descendu et qu'il n'y ait pas eu un de vous battu, blessé, et rien ne vous est arrivé, où il devait vous conduire, selon vous? Dans un poste de détention, a priori. Bien. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Bien. Donc, si un de vous n'était pas blessé, la direction vers l'hôpital n'allait pas être prise. Oui ou non? C'est clair. Bien. Est-ce que c'est en sa présence que ceux qui l'entouraient vous ont molesté, vous ont battu, vous ont blessé? Est-ce qu'il était là au moment où il vous a dit descendez à travers ses subordonnés? Vous êtes descendu. Est-ce que c'est en ce moment, aussitôt vous êtes sur la pelouse, que vous avez reçu des coups, des blessures? C'est en ce moment, n'est-ce pas? Il y avait déjà des agents qui commençaient à donner des coups de ceinturon et d'agresser et de nous agresser. Bien. En ce moment précis, vous êtes battu, vous êtes blessé. Où devait être votre destination?
avec lui. Je n'ai pas bien entendu. Maintenant que vous êtes sur la pelouse, Oui. ces agents qui vous entourent vous ont donné des coups. Blessés. Il y en a même qui étaient tombés, même évanouis, n'est-ce pas? Oui. Et c'est en ce moment qu'il vous a ramassé. Il vous a conduit vers le véhicule, n'est-ce pas? Où devait être votre direction pendant que vous êtes ensanglanté? Où devait être votre direction? Je ne fais pas partie du lot qui est parti avec le commandant Toumba. Ok, vous ne faites pas partie. Le lot qui est parti avec lui a pris quelle direction? Puisqu'ils sont déjà blessés et ensanglantés. Bon, je pense qu'il les a mis en groupe pour les faire sortir du stade. Et ils sont partis où? En direction de la porte pour sortir du stade proprement dit, a priori. Et ils sont allés où? Je ne sais. Bon, ils sont sortis puisqu'ils sont partis. Ils ne sont pas allés à l'hôpital? Bon, par la suite, on a appris qu'ils sont allés à la clinique. Bien. Je vais lire juste un petit passage avec Monsieur le Président concernant Monsieur François Losenefal. Il dit ceci: lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Ça veut dire que la direction vers la clinique Ambroise Paré a été prise parce qu'il a constaté que les leaders étaient blessés et ensanglantés. Oui ou non? Les faits l'attestent. Bien. Ce qui signifie que son intention de vous arrêter, de vous conduire vers un centre de détention quelconque ne pouvait plus avoir lieu. Oui ou non? C'est possible. Bien. Monsieur Baouri, est-ce que vous étiez libre quand vous étiez couché à l'hôpital clinique Pasteur, disons à la clinique Pasteur? Est-ce que vous étiez libre de vos mouvements, de sortir, de rentrer chez vous comme tout malade? Je me sens maintenant mieux. Je peux quitter mon lit d'hôpital et puis je m'en vais à la maison. Est-ce que vous étiez libre en réalité? L'accès était et les sorties étaient interdites. Très bien. Donc, contrairement aux autres malades, pour vous, vous n'étiez pas libre de sortir de la clinique et de rentrer chez vous, n'est-ce pas? Peut-être permettez-moi de préciser parce que à ce moment-là, il semblerait que notre sécurité était beaucoup plus effective à l'intérieur de la clinique. Le fait de sortir pouvait nous exposer à des agressions éventuelles. Très bien. Est-ce que cela ne veut pas dire toujours que votre arrestation devrait avoir lieu si vous n'étiez pas blessé, oui ou non? C'est possible. Bien. Il a fallu d'ailleurs la médiation des leaders religieux pour que vous quittiez librement la clinique Pasteur, n'est-ce pas? Entre autres, oui. Bien. Venons à l'ouverture du stade. C'est très important. La défense alors a fait croire que vous étiez entré au stade par effraction. Hier, on vous a posé cette question. N'est-ce pas? Quelle a été votre réponse? Lorsqu'on vous a dit que vous étiez entré au stade par effraction, c'est-à-dire vous avez défoncé la porte pour entrer, quelle a été votre réponse? La porte était ouverte et ce qui n'était pas dans notre programme, c'est malgré nous que nous nous sommes retrouvés à l'intérieur parce que bien avant cela, la foule s'était engouffrée déjà à l'intérieur du stade à tort, estimant que c'était le lieu qu'il fallait occuper où il fallait se retrouver. Et
Et donc, ce qui signifie que vous n'êtes pas entré par effraction. La porte a été ouverte librement. C'est clair. Très bien. Avec la permission du président, nous allons lire les déclarations dans ce sens du commissaire Mamadi Kourma, commissaire de police de Bellevue. Il dit ceci. Question. Savez-vous qui a donné l'ordre d'ouvrir le portail? Voici ce que le commissaire dit. Réponse. Nous avons entendu crier Tchéboro, Tchéboro, et au même moment, le portail a été ouvert. J'ai déduit que c'est Tchéboro et ses agents qui ont ouvert le portail du stade. C'est eux qui avaient la charge, qui avaient en charge la sécurité du portail et de l'enceinte du stade. Est-ce que ces déclarations d'un commissaire de police ne confortent pas ce que vous avez dit? Affirmatif. Très bien. On vient à l'attaque du commissariat de Bellevue. La défense, hier, disait que ce sont des citoyens. Vous avez appelé pour venir suivre le meeting qui ont attaqué ce commissariat. Bien. Et à ce niveau, la défense a fait allusion au rapport de la commission d'enquête internationale. N'est-ce pas? Ça vous a été lu ici. Bien. Vous savez, lorsqu'on vous a lu ce rapport, on a voulu vous piéger. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous avez compris que c'était un piège? Continuez. Bien. Lorsque nous prenons ce rapport à la page 32, ces expressions sont utilisées sous le titre Grand 2, la réaction du gouvernement face aux événements. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc, c'est le gouvernement, ce sont les autorités qui ont affirmé cela. On est d'accord? Si vous avez ce document, vous auriez lu. Et tous que nous sommes ici, qui avons ce document, on peut le lire. Eh bien, il vous a encore été dit ici hier que cette commission a interrogé 2 civils, 2 personnes. C'est consigné effectivement dans le procès verbal. Mais d'accord, dans le rapport, je vais dire. Oui. C'est toujours sous le même titre. Ce sont les déclarations Du gouvernement. des autorités dans le but de vous imputer donc la responsabilité. Vous avez compris maintenant que c'était un piège? Mais il y a des réactions. La commission a eu à réagir un peu plus devant. Et avec la permission de Monsieur le Président, nous allons lire quelques passages. Lorsque nous prenons à la page 34, au point numéro 152, il est dit ceci. Les explications des autorités concernant la seconde phase des événements du 28 septembre sont en contradiction sur plusieurs points avec la constatation de la commission. Et la seconde phase, tenez-vous bien, relève non seulement de l'attaque du commissariat, mais aussi la déclaration de ces 2 civils devant la commission. C'est ça la seconde phase. Bien, donc déjà, pour conclure sur la seconde phase, vous constatez ici que la commission a déjà essayé de ressortir les contradictions. La commission même n'est pas d'accord avec les déclarations qui ont été faites par les autorités.
Et avant de continuer, vous allez suivre effectivement que ces autorités n'étaient autres que des personnes qui sont à la part, qui sont accusées. Il est dit ceci au niveau du numéro, la page 33, numéro 149. Il a dit ceci. Selon les déclarations du lieutenant Toumba et du capitaine Pili, ministre de la Sécurité présidentielle, il n'y a pas eu plus de 8 bérets rouges sous le commandement du lieutenant Toumba qui se sont rendus au stade. Je m'arrête là. Donc, ces déclarations viennent effectivement de ces accusés. On est d'accord? Oui. C'est la commission. Bien. Maintenant, sur la contradiction. Bien. Nous allons certainement terminer à partir de là. Voici ce que dit, donc au point 53, nous sommes un peu plus en bas. Au bas donc de ce point 152, pardon. La commission dit ceci. Tous les témoignages des victimes concordent pour dire que la mission des 10 bérets rouges n'était pas de sauver les leaders. Loin s'en faut, puisqu'ils se sont pris violemment à ceci. Ainsi qu'aux manifestants. Maintenant, il y a un point très important ici. L'explication d'une partie des autorités qui consiste à dire que les bérets rouges vus au stade seraient en fait des civils déguisés en militaires ne saurait convaincre la commission dès lors que la description faite par les deux civils, vous entendez très bien, dès lors que la description faite par les deux civils auditionnés dans les locaux du commandant Thiego sur les deux interventions au stade ne correspondent pas aux détails des faits attestés par de nombreux témoignages recueillis. Vous avez compris maintenant la conclusion par rapport à ça, à la déclaration, à l'audition de ces deux civils. C'est des personnes, en quelque sorte, qui ont été déguisées pour venir les faire entendre devant la commission dans le bureau du commandant Thiego. Vous êtes d'accord avec la commission? Bien sûr. Très bien. Pour conforter en dernière position, donc les déclarations donc, de cette commission, nous allons lire avec la permission toujours du tribunal, alors la question qui a été posée et la réponse donnée par monsieur le commissaire Mamadi Kourouma. Il dit ceci. Question. Avez-vous identifié ceux qui ont attaqué le commissariat? C'était lui qui était le commissaire de ce même commissariat. D'accord? Il répond. Selon les informations, c'est des gens planifiés par l'autorité de la présidence et habillés en civil qui ont attaqué le commissariat. Leur taille moyenne variait entre 1,60 et 1,60 mètres, 70 mètres, tous en culotte et crâne rasé. Vous avez vu maintenant dans quel piège on vous attend, on a voulu vous envoyer en disant que ce sont vos civils, ceux-là que vous avez invités à venir suivre le meeting qui ont attaqué le commissariat. C'est le titulaire même de ce commissariat, celui qui était là comme patron, qui fait cette déclaration. Qu'en dites-vous? Donc cela veut dire que les forces vives ont été piégées et qu'il y avait un complot qui a conduit à ce massacre.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Baouri. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur Baouri, pour votre engagement pour le respect des droits de l'homme et le rayonnement de la démocratie en Guinée et en Afrique. Merci d'être venu pour soutenir toutes les parties civiles. Merci. Car si vous ne le faisiez pas, j'allais vous condamner et je n'allais plus vous croire. Je n'allais plus militer derrière un leader politique guinéen. C'est pourquoi je vous félicite d'être venu pour le courage, surtout. Merci. Monsieur Ba, est-ce que vous savez que la manifestation est un droit consacré tant par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et le Pacte international sur les droits civils et politiques? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la manifestation est un droit de l'homme? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la Guinée a ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la conséquence de la ratification, c'est l'application immédiate de ces instruments en République de Guinée? Affirmatif. Est-ce que vous savez que le fait d'empêcher l'exercice de ce droit constitutionnel et universel est une façon de violer les droits de l'homme? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette violation des droits de l'homme a négativement impacté les relations entre la Guinée et les autres puissances du monde? Affirmatif. Est-ce que vous savez qu'il y a eu préméditation dans ce massacre? À la suite des explications, c'est affirmatif. Est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque président de la transition, nous a déclaré ici, officiellement, qu'il est officier d'état-major et qu'un officier d'état-major est un concepteur? Est-ce que vous le savez? Affirmatif. Est-ce que vous savez qu'il a été ce grand concepteur de ce massacre du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez que par rapport à la préméditation, le capitaine Moussa Dadis Camara avait mis tous les moyens à sa disposition pour passer à l'acte? C'est possible. En mettant une milice en place qui a été logée à la présidence, donc à l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une milice qui l'a logée là-bas et qu'il entretenait? Affirmatif. Avec les moyens de l'État? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette milice a été dotée des armes le 28 septembre 2009 pour venir massacrer la population? C'est possible. Est-ce que vous savez que cette milice a été transportée dans des bus de transport public du camp Alpha Yaya Diallo en direction du stade du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez, M. Baouri, que c'est la garde présidentielle qui a été armée et détachée spécialement pour venir massacrer la population au stade du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez que la hiérarchie militaire est restée inerte durant tout le massacre et les jours qui ont suivi? Affirmatif. Est-ce que vous savez que le gouvernement n'avait fait
aucune déclaration de condamnation de ce massacre à l'époque? Affirmatif. Est-ce que vous savez que malgré tout ce massacre, les victimes ont été poursuivies tant dans les hôpitaux que dans leur domicile? Affirmatif, et permettez-moi de préciser qu'à la suite de ce massacre le 28 septembre 2009, certains ministres ont déposé leur démission. Merci. Est-ce que vous savez que la poursuite de ces victimes dans les hôpitaux et dans leur domicile, c'était dans le but d'anéantir toutes les victimes, autrement dit de les achever pour ne pas qu'il y ait de victimes? C'est possible. Est-ce que vous savez que s'ils réussissaient à achever les victimes, que ce procès n'allait pas se tenir aujourd'hui? Parce qu'il n'y aurait pas eu de témoins. Est-ce que vous savez que certaines victimes ont été obligées de changer de domicile et d'autres ont été obligées de changer même de pays Affirmatif. pour survivre? Est-ce que vous savez que vous faites partie des rescapés du massacre du 28 septembre? Affirmatif. Je vais vous donner les preuves de la préméditation et tous les actes qui ont suivi dans leur réalisation à travers les déclarations de certaines parties civiles avec la permission du tribunal. Je commence par la déclaration de M. Sidi Touré. C'est la cote 1338, c'est le PV du 29 mai 2017. Il déclarait que la nuit du 28 septembre, c'est-à-dire à 2 heures du matin, au moment où ils ont échangé au téléphone, le capitaine Dadis Camara lui a dit qu'il serait responsable de tout ce qui pourrait arriver ce jour et qu'il serait même arrêté. Vous ne pensez pas que c'est un élément de la préméditation? C'est possible. Je vais lire le procès verbal de Madame Mariama Baylo Diallo. C'est la cote 1060. Elle déclare: selon moi, c'est Dadis qui est responsable parce qu'un militaire m'a répondu pourquoi il me frappait. Je lis tel que ça a été écrit. C'est Dadis qui leur a dit de nous tuer tous. Je continue. Avec le procès verbal de M. Mamadou Bano Diallo, c'est la cote 1090, qui déclare: 3 agents nous ont pourchassés dans cette concession et ont déclaré aux occupants, citation, qu'ils ont la protection du président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux. Il ajoute la présence de l'hélico et la disparition des corps. Est-ce que vous savez qu'un hélicoptère, c'est-à-dire un avion de guerre, avait survolé les alentours du stade ce jour? Peut-être après notre départ, mais je n'ai pas fait attention. D'accord. Je continue. Il y a M. Ba Amadouri, qui n'est pas vous, qui est une autre victime, qui s'est prononcé, c'est la cote 1242, sur la présence des bérets rouges à Marokana. Est-ce que vous avez entendu ici que le capitaine Dadis Camara et plusieurs bérets rouges étaient à Marokana, positionnés à Marokana? En suivant les audiences, on a appris ça. Vous avez appris ça.
Dans le même ordre d'idées, monsieur comment dirais-je, monsieur Hasmi Oubari. Monsieur Hasmi Oubari, c'est la cote 1126, c'est le PV du 22 janvier 2014, confirme la présence des bérets rouges à Marokana. Je continue. Sur le ramassage de corps par les militaires, Madame Mouminatou Diallo, c'est la cote 1072, déclare dans son PV du 17 septembre 2012 que des militaires ont ramassé les corps et les ont embarqués dans 3 camions à l'esplanade du stade du 28 septembre. Elle a également évoqué le survol des avions de guerre aux alentours du stade du 28 septembre. Monsieur Baouri, lorsque vous descendiez du gouvernement par ce coup d'État, aviez-vous laissé des ambulances dans les hôpitaux nationaux, communaux, régionaux, ainsi de suite? Est-ce qu'il y avait des ambulances dans les hôpitaux? C'est possible, mais je n'ai pas une idée précise du nombre, de la qualité. Mais a priori, il y avait quelques ambulances. Comment comprenez-vous que les militaires viennent commettre les crimes, ils massacrent la population, ils violent les femmes, et que ce soit eux-mêmes qui viennent dans leur camion ramasser les corps? Est-ce que ce n'était pas dans le but de faire disparaître les corps? C'est possible. Je continue. Dans le même cadre, il y a Madame Diara Baldé, c'est la cote 1041, qui déclare dans son PV du 4 septembre 2012, citation, « J'ai appris que 3 camions militaires contenant des cadavres nuitamment ont fait débarquer des corps dans le cimetière de Bessiaport. » Monsieur Ba, cela ne vous ébranle pas? C'est possible. C'est possible. Dans le même ordre d'idée, M. Mamadou Baylosso, la cote 1056, déclare dans son PV du 10 septembre 2012 la présence des bérets rouges à Marokana et les charniers à Yimbaya, derrière la base militaire, et à Kakoulima. Monsieur le Président, lors du transport judiciaire que votre auguste tribunal va ordonner, je souhaite que Kakoulima fasse partie des lieux à visiter par rapport aux charniers. Monsieur Mamadou Saliou Diallo, c'est la cote 1055, a également évoqué les fosses communes. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il existe des fosses communes dans lesquelles les victimes du massacre du 28 septembre ont été enfuies? Affirmatif. Monsieur Mamadou Bari, également c'est la cote 1185, confirme l'existence des fosses communes dans son PV du 13 février 2013. Est-ce que toutes ces victimes se sont concertées pour faire la même déclaration? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez que toutes ces victimes n'ont pas été entendues le même jour? Oui. À travers les dates que j'ai citées ici. J'en viens au niveau de la campagne pour la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara.
c'est le lieutenant Tamba Kalas, le lieutenant-colonel Tamba Kalas Tolnou, qui a déclaré dans son procès verbal du 13 avril 2016, c'est la cote 1302, qu'on lui avait demandé de rejoindre sa préfecture pour réserver l'accueil du président Moussa Dadis Camara. Mais qu'à cette occasion, il a été surpris de recevoir une délégation composée du général Sekouba Konaté, du général Korka et de M. Papakoli Kourouma. Est-ce que le président Dadis n'était pas en train de préparer sa candidature? Affirmatif. Est-ce que sa présence à l'Abbé avec tous les membres du gouvernement n'était pas une façon de demander le soutien de la population de l'Abbé pour sa candidature à l'élection présidentielle? C'est possible. Est-ce que la tournée de ces membres du gouvernement, tant à Zérékoré, à Guékédou, qu'à Farana, ce n'était pas dans le but de demander le soutien de toute la population guinéenne pour sa candidature? C'est possible. Est-ce que la mobilisation que le CNDD avait faite au Palais du Peuple, invitant tous les élus locaux, ce n'était pas une façon de demander leur soutien pour sa candidature? C'est possible. Je passe. Venons au niveau du colonel Moussa Tchebro Camara. Madame Saran Sissé, c'est la cote 1028. Dans son procès verbal du 2 avril 2012, déclare que c'est le colonel Tchebro Camara qui a ouvert le portail du stade du 28 septembre. Vous ne pensez pas que c'est le piège qu'on vous a tendu? C'est possible. Madame Fatoumata Binta Diallo, cote 1046, déclare dans son procès verbal du 5 septembre 2012 avoir entendu la menace que proférait le colonel Tchebro Camara en disant: tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il savait que le massacre était prévu ce jour? C'est possible. Je passe. Il y a M. Mamadou Ramadan Bari. Vous savez, M. Moussa Tchebro Camara, dans un premier temps, il a d'abord demandé aux gens de rentrer chez eux. Dans un second temps, il a ouvert le portail et il a menacé en disant que vous le regretterez. Et c'est ce qui fait que M. Mamadou Ramadan Bari a déclaré, c'est la cote 1292, dans son PV d'ici avril 2015, que le colonel Moussa Tchebro Camara a ouvert le feu, a ordonné d'ouvrir le feu sur les manifestants à bout portant. Est-ce que vous le saviez? Non. Je vous informe. Madame Aïssata Sidibé, cote 1076, a déclaré dans son PV du 17 septembre 2012 que c'est le colonel Tchebro Camara qui est responsable de ce massacre pour avoir donné l'ordre
à ces éléments de tuer, de blesser, de violer et de voler. Est-ce que vous le saviez? Non. Madame Mariama Diallo, donc, après avoir ouvert la porte, menacé, ordonné de tirer, là c'est lui-même et ses éléments qui ont tiré. Madame Mariama Diallo, c'est la cote 857, déclare dans son PV du 16 mars 2010 avoir vu le colonel Moussa Tchebro Camara et ses éléments tirer sur les gens. Vous le saviez? Non. Madame Aïssa Tabari, à l'audience du 28 février 2023, a déclaré devant nous ici que le colonel Moussa Tchebro Camara et ses éléments ont tiré du gaz lacrymogène et des balles réelles et qu'un homme est mort sur place, à la terrasse du stade. Est-ce que vous le saviez? Non. Vous aviez appris lorsque vous étiez chez le doyen Feu Zamari Doré qu'un manifestant avait été tué à la terrasse, oui ou non? Oui, j'avais appris ça et c'est cela qui avait motivé la nécessité de sortir pour ne pas que la population se sente abandonnée avec ces événements qui prenaient une autre tournure. Selon cette dame et d'autres victimes, c'est le colonel Moussa Tchebro Camara qui aurait tiré sur la personne et ses éléments. Je passe. Après avoir massacré les manifestants, il était question de ramasser les corps et de les convoyer d'abord dans les camps. Je vais parler du camp Alpha Yaya Diallo et du camp Almami Samori Touré, puisque c'est ça la réalité. Tous les deux camps ont reçu des camions contenant des corps. Monsieur Abdul Rahim Diallo, sur la cote 11-12, a déclaré dans son PV du 6 novembre 2012 que le colonel Moussa Tchebro Camara a participé au convoi des corps. Est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que nous ne devons pas lui demander des comptes sur la disparition des victimes? Affirmatif. Ensuite, vous savez, il a été à l'amont et à l'aval, à toutes les étapes de la procédure. 2012, que le colonel Tchebro Camara et ses éléments étaient présents à l'hôpital Donka le 28 septembre 2009. Est-ce que vous pouviez imaginer ça? Après avoir fait semblant de vous sauver, est-ce que vous pouviez imaginer qu'il allait être à l'hôpital donc encore? C'est possible. C'est possible. Monsieur Bapate Sadou Diallo, cote 1058, déclare dans son procès verbal du 11 septembre 2012 que le colonel Moussa Tchebro Camara et ses éléments étaient présents à l'hôpital Donka et ils avaient voulu casser les portes après le passage du colonel Ablaye Cherif Diaby. Est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que vous savez que lors du passage du colonel Ablaye Cherif Diaby, il a insulté des victimes, il a donné des coups de pied aux victimes, il a renversé quelques lits, et puis il a demandé aux médecins et infirmières
de refuser d'administrer des soins aux victimes. Est-ce que vous le savez? C'est possible. C'est possible. Donc,